Bonsoir à tous. Pardonnez-nous pour le retard, quelques petits soucis techniques, mais ça c'est le propre de tout ce qui est lié à l'informatique. On ne maîtrise pas forcément tout. L'essentiel, c'est que le contenu soit là, que les intervenants soient là. On a tout checké de manière à que tout se passe remarquablement bien. Bonsoir à tous. Nous sommes donc en direct sur le premier webinaire, notre deuxième webinaire de l'année 2021 en Amplifon. On a, pour la petite histoire, alors je mets mes lunettes parce que le nombre augmente à chaque fois, on a 136 inscrits à l'heure à laquelle je vous parle. Je voudrais saluer bien évidemment tous les gens de France. On a bien évidemment beaucoup de Français qui sont inscrits. On a aussi des Suisses, on a des Belges. Bonjour aux Marocains, bonjour aux Israéliens, bonjour aux Camerounais, bonjour aux Malgaches et bonjour aux gens de Mayotte. On a quand même 8 pays connectés. Je pense que c'est une vraie prouesse. C'est lié bien évidemment à chaque fois aux intervenants. Donc, je remercie vraiment personnellement et à titre d'Amplifon, le professeur Hans et toute son équipe. Je vais citer en premier Lise Cruvier-Buchmann, je vais citer Elia Distinguin, je vais citer Martha Sierciu, Baptiste Auchet, Farid El Afia, Younes Chekouri et Jérôme Le Chien qui vont tous évidemment parler et participer à ce webinaire. Et encore une fois, je les remercie chaleureusement parce que c'est jamais un exercice facile, mais je sais qu'ils vont maîtriser ça très, très haut la main et que pour les prochains webinaires, ils vont mettre la barre bien évidemment très haut. Donc, il n'y a pas de souci. Juste avant de passer au webinaire, je voudrais quand même donner deux, trois événements marquants d'Amplifon sur l'année 2021, puisqu'on va essayer d'oublier bien évidemment 2020, qui était une année quand même un petit peu chat noir quand même. Les événements marquants, c'est qu'on va, bien évidemment, et ce soir, c'est le cas, on va reprendre l'intégralité des formations qu'on a toujours animées, à la fois en présentiel, on en a quand même 21 de programmées sur l'année 2021, ce qui est quand même pas mal. Et puis, on va essayer aussi de décliner la plupart d'entre elles en webinar, parce que l'exemple de ce soir montre que ça permet de connecter beaucoup plus de gens, de beaucoup plus loin en plus de ça, et je pense que ça c'est quand même très, très important par rapport à ça. On a aussi, à côté des formations traditionnelles Amplifon, on a, depuis 2021, on a un partenariat avec la SFORL, avec laquelle sont organisées aussi des formations en région. Il y en a à peu près 7 pour l'instant qui sont organisées. Bien évidemment, c'est un vrai partenariat, mais c'est la SFORL qui persiste un petit peu dans cette volonté d'être en société savante. Les points fondamentaux, j'allais dire, en ce qui concerne l'année 2020 pour Amplifon, c'est la persistance de notre volonté à rester très proche des ERL, à rester aux côtés des ERL, notamment sur la formation, notamment sur l'information. On va dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. De toute façon, on a toujours eu la soif de vouloir essayer d'améliorer toujours les situations. Je voudrais quand même aussi, par ce biais-là, et puis j'en arrêterai là, dire que aussi un des éléments marquants de l'année 2021 est la mise en place de la réforme 100% santé pour vos patients. C'est ce qu'on appelle la réforme reste à charge zéro. Vous avez dû en entendre parler. Sinon, pas de problème, on pourra, si vous envoyez moi un mail, éventuellement, on pourra refaire un webinaire sur ça, mais je pense que c'est important. Et enfin, je voudrais bien évidemment remercier la communauté ORL en général, qui fait toujours confiance à Amplifon. Je pense que si Amplifon aujourd'hui est le leader à la fois en France, mais dans 28 pays au monde, ça ne se doit qu'à vous. Et vraiment, par ce biais-là, je voudrais quand même vous remercier. Voilà, j'en arrête là. Je pense qu'on va passer au vif du sujet, à la partie très intéressante. Je vais passer la parole donc au professeur Stéphane Hans, qui va donc animer cette réunion. Juste un point, il y aura bien évidemment une possibilité d'avoir des questions et des réponses. Le professeur Hans va en parler. Et n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vous laisse la parole, professeur Hans. Merci beaucoup. Bien. On vous entend. Très bien. Bien, chers amis, chers collègues, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour ce webinaire qui est sponsorisé donc par Amplifon, que je remercie vivement de nous aider pour cette soirée. Et donc, nous allons vous présenter certaines différents côtés du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Foch.
Alors, nous allons commencer par un cas clinique en otologie qui sera animé par le docteur Léa Distinguer, qui est chef de clinique, Baptiste Aucher et le docteur Fadel Afia, qui sont assistants. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir 2 cas cliniques en laryngologie. Vous savez que l'hôpital Foch a toujours été phare en laryngologie, avec le docteur Lise Crevier-Buchmann et le docteur Martha Sirsu. Puis nous verrons une nouvelle technique en chirurgie de la glande thyroïde. Et c'est une chirurgie qui me tient à cœur parce que ça rentre dans le cadre de la chirurgie minimale invasive. Et c'est Younes Chekouri, hein, qui a été chef de clinique encore il y a quelques mois, mais qui maintenant est assistant et qui va nous présenter cela. Et enfin, nous finirons avec Jérôme Le Chien, qui est chef de clinique dans le service et qui nous présentera une entité que les Français ne connaissent pas bien, qui est le reflux pharyngo-laryngé. Pour chaque partie, je vous propose qu'on accepte 2-3 questions. J'ai mis sur le PowerPoint mon mail. Pour les personnes qui auraient des questions, qui n'hésitent pas à nous faire des mails et nous répondrons avec plaisir. Donc, je vais laisser la parole à Léa Distinguin, à Baptiste et à Fad, qui vont nous présenter ce premier cas clinique. Juste une chose, professeur Hans, on n'a pas l'écran de votre PowerPoint pour votre mail. Ah bon? Non. Ah bon. Pardon. Voilà, c'est parfait. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, voici mon mail, hein, et n'hésitez pas à nous faire des mails. Nous vous répondrons avec plaisir si vous avez des questions sur les différentes parties que nous allons aborder. Parfait. Et je vais donc donner la parole à Léa, Baptiste et Fad qui vont nous présenter le premier cas clinique. Oui, du coup, je pense que c'est Fad le premier, si tu veux partager ton écran. Oui, je partage ça tout de suite. Vous voyez quelque chose, oui? C'est bien. Oui, ça fonctionne. Ok, parfait. Alors moi, je suis le docteur Fadel Afia, je suis assistant donc, dans le service du professeur Hans à Foch. Du coup, j'ai un cas d'autologie chirurgicale à vous présenter. Donc, c'est un patient d'origine portugaise qui venait d'arriver en France il n'y a pas si longtemps, du coup, qui n'avait pas forcément de suivi là-bas, à cause de sa précarité. L'examen clinique, il se plaignait surtout de surdité bilatérale, avec un examen clinique du côté droit, une poche de rétraction assez importante avec une acudose tapédopexie, et du côté gauche, une perforation tympanique subtotale. Son oreille était humide lors de la consultation, on a réussi à la sécher avec un peu de Siloxadex. Et par ailleurs, il se plaignait d'une altération de l'état général, il avait pas mal maigri et présentait des douleurs articulaires un peu multiples, qui n'étaient pas du coup non étiquetées. On lui a donc fait un bilan auditif. Je suis désolé, je n'ai pas la photo du tympan. Mais bon, perforation subtotale humide avec une petite poche de rétraction au-dessus du marteau. L'audiométrie donnait donc ce que vous voyez, une surdité mixte bilatérale avec une surdité plus importante du côté gauche, une intelligibilité à 55 décibels du côté gauche et 30 pour le côté droit. Je ne sais pas si tout le monde voit l'audiogramme, parce que moi, ça ne s'affiche pas sur mon écran. Ah. Non, je pense que tu es resté sur la première diapo de présentation. Oui, exactement, on a la page de garde du PowerPoint. Comment est-ce que je fais? Il faut que je coupe le partage et que je me remette dessous? Ouais, peut-être, essaye de recommencer. Alors, arrêtez le partage. Repartager. Il faudrait que je le fasse à chaque fois, peut-être. Et là? Voilà, c'est bon. Oui, ça y est. Ok. Du coup, l'audiométrie retrouve une surdité mixte bilatérale avec une osseuse qui est assez diminuée, une presbyacousie un peu précoce. Donc, une intelligibilité à gauche à 55 décibels contre 30 du côté droit. Donc là, je passe à la page d'après. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Ouais. Vous voyez un scanner? Le scanner s'affiche ou pas? Oui, ça s'affiche. Ok, parfait.
Donc, on a forcément demandé un scanner à la recherche d'une pathologie de l'oreille moyenne. Donc, on voit une hyperdensité au niveau de la caisse avec la préservation des osselets. On arrive à reconnaître le marteau, l'enclume, une partie de l'étrier, avec un tegmen qui n'est pas lisé sur certaines coupes qu'on n'a pas ici. Le radiologue concluait quand même à une suspicion de cholestéatome. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien sur les petits ronds rouges, il y a des hyperdensités dans la caisse du tympan. Et si on regarde rapidement, on a l'impression que c'est un osselet sur la coupe du milieu, mais pas du tout, c'est pas normal, voilà, c'est une hyperdensité. Pour l'instant, c'est pas ce que c'est. Exactement. Du coup, devant la suspicion de cholestéatome, on a donc fait une IRM. L'IRM n'est pas terrible. L'image de diffusion, je ne l'ai pas mise, mais elle ne montrait pas du tout d'hypersignal. On a une lésion iso-T1 hyper T2. Donc l'IRM n'est pas en faveur d'un cholestéatome. On connaît la sensibilité et la spécificité des IRM, même si parfois nos radiologues arrivent à... Bon, c'est pas forcément... Même si parfois on a des faux positifs. Du coup, on a décidé d'opérer ce patient pour réaliser une exploration d'oreille, retirer cette lésion de l'oreille moyenne et plus ou moins essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a un rhine aussi important du côté droit. Lors de l'opération, on a retrouvé une lésion appendue au corps de l'enclume avec un blocage ossiculaire complet. On a dû donc désarticuler l'enclume de l'étrier pour pouvoir retirer cette lésion tranquillement et tester ensuite la mobilité de l'étrier. L'étrier était très bien mobile, sans problème. Puis donc réaliser une ossiculoplastie avec une mise en place d'une porte. On a reconstruit le tympan. Cet aspect de cholestéatome nous a forcément amené à faire une mastoïdectomie qui retrouvait une mastoïde qui était juste granulomateuse, sans poche de cholestéatome. Et là, l'anapath nous a un peu surpris parce qu'il répondait donc de pseudotophus goûteux. Et on vous a mis deux photos, parce qu'on n'a pas de photos péropératoires, d'articles, pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble en fait. C'est blanc, mais c'est un peu granuleux et c'est dur. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tu as autre chose à dire, Fad. Non, on peut vraiment se faire avoir et se dire c'est rien d'autre qu'un cholestéatome. Alors, est-ce que ça poursuit ou pas? Ouais. Donc là, on a l'évolution post-opératoire. Donc, devant l'anapath, on a donc demandé à nos confrères rhumatologues de le voir. Il y a un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde érosive qui a été posé. Effectivement, le patient en consultation m'avait dit dès que mon oreille se bouche ou dès que mon oreille se met à couler, je n'arrive plus à marcher, mes articulations me font mal. Je n'avais pas vu de relation tout de suite entre les deux. Donc peut-être que sur des poussées inflammatoires de polyarthrite, il avait effectivement également des symptômes au niveau de l'oreille. Sachant que les tophus goûteux qu'on retrouve habituellement au niveau du pavillon de l'oreille, lui, il n'en avait pas du tout. L'audiométrie post-opératoire, donc on a forcément un rhine persistant parce qu'on a mis une PORP. On a une amélioration de l'intelligibilité avec une intelligibilité à 45 décibels, donc on a gagné 10 décibels par rapport au post-op et on n'était qu'à un mois, avec encore un peu d'inflammation, encore un peu d'inflammation de la caisse du tympan. Tu veux parler un peu, Léa, sur Ouais. Alors attends, je me remets bien. Donc oui, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la bibliographie sur le tophus goûteux de l'oreille moyenne. Bon, c'est vraiment très très rare et en fait c'est très souvent confondu avec le cholestéatome. On peut aussi penser que c'est un ostéome ou un chondrome, mais c'est vrai qu'une lésion blanche dans l'oreille moyenne, on peut vraiment penser à un cholestéatome. Après, sur le scanner, il faut bien regarder parce qu'en fait les hyperdensités hétérogènes, ça doit nous faire penser à ça. Maintenant qu'on le connaît, le diagnostic, quoi qu'il arrive, il se fait au moment de l'histopathologie, donc on ne peut pas avoir un diagnostic certain juste sur le scanner. Le traitement, il reste chirurgical principalement pour l'audition, pour l'effet columellaire. Voilà, il faut faire un bilan de gouttes avec un dosage d'acide urique et puis bien sûr l'envoyer à un spécialiste
pour faire le bilan. Et puis, on a bien vu aussi dans la littérature qu'il y avait une association entre tophus goûteux et polyarthrite rhumatoïde. Donc, pensez aussi à faire dépister la polyarthrite rhumatoïde chez ces patients-là. Et je vous ai juste rajouté après 2 images de tophus goûteux qu'on peut retrouver sur le pavillon de l'oreille, qui peuvent paraître totalement anodins. Il y a pas mal de cas où la symptomatologie articulaire arrive qu'après. Et après, je crois que tu as la biblio que tu avais faite. Oui, voilà, il n'y a pas beaucoup de cas sur PubMed. Ça, c'est principalement des cas de juste quelques cas cliniques, mais voilà, il n'y a que ça. C'est vraiment très, très rare. Voilà. Pensez quand vous voyez une hyperdensité au scanner. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, j'ai une question qui est posée, c'est avez-vous pu réaliser une IRM devant la suspicion d'un cholestéatome ou parce qu'il y avait des hyperdensités anormales dans la caisse? Je pense que Fad, c'était surtout, tu seras d'accord avec moi, parce que tu voulais éliminer un cholestéatome. Oui, principalement. Merci. D'autres questions peut-être? N'oubliez pas, vous avez en bas question 1Q et 1R, question-réponse. Vous pouvez poser vos questions. Ce que disait M. Hans, on va prendre 2-3 questions maximum par intervention pour pas en avoir, pas terminer trop tard le webinaire. Non, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut passer. Okay. Merci. Merci. Très bien. Donc, nous allons passer au cas clinique du docteur Lise Crevier-Buchmann. Je vous rappelle que Lise Crevier-Buchmann est ORL phoniatre et chercheur au CNRS. Et d'ailleurs, je suis très content qu'elle m'ait rejoint, qu'elle ait décidé de venir avec moi à Foch, et ce qui nous permet d'avoir de la laryngologie de très bon niveau à l'hôpital Foch. Merci Stéphane, merci pour cette gentille introduction. Et moi aussi, je suis très très contente d'être venue à Foch dans ton équipe. Alors, donc, je vais vous présenter un cas clinique. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir? Oui. C'est bon. Alors, maintenant, je vais passer en... Pardon. C'est pas ça du tout. Voilà. Donc, il s'agit d'un cas clinique de laryngologie phoniatrie et je reçois une femme de 83 ans qui est en bon état général avec un indice de masse corporelle à 17 et elle est adressée par son ORL de ville. Alors, elle n'a pas de courrier avec elle ce jour-là et donc elle se plaint essentiellement de paresthésie pharyngée douloureuse qui augmente à la déglutition et en particulier à la déglutition des liquides. Elle a un même âge, ça c'est pour l'aspect déglutition. Et au niveau de la voix, elle a une hypophonie. Et elle signale aussi des douleurs lorsqu'elle parle un petit peu longtemps. La phonation devient douloureuse. La voix, elle est légèrement voilée, donc on peut la coter sur l'échelle GRBAS, qui est une échelle du timbre de la voix, donc un grade 2. Il y a une bonne dysphonie avec un peu de raucité, du souffle et une forme d'asthénie, d'hypophonie. Et puis, au Voice Handicap Index, donc qui est une auto-évaluation de la gêne qu'elle peut ressentir, la gêne n'est pas énorme, elle est à 12 sur une échelle de 120, mais c'est principalement l'aspect physique qui ressort dans cette sensation de handicap qu'elle peut avoir, et par rapport à la déglutition, et par rapport à la parole. Et puis, elle ne se sent pas bien, et ça évolue depuis 3 mois environ. Interrogatoire classique, donc elle nous signale comme antécédent une cataracte, une appendicectomie et une hystérectomie. Et puis voilà. On n'a pas d'autres informations, donc on fait un examen. Alors en nasofibroscopie classique avec enregistrement vidéo, et je rajoute aussi un examen avec l'endoscope rigide pour pouvoir avoir plus de précision au niveau de la stroboscopie et donc du comportement laryngé des cordes vocales. Et première surprise, donc voilà l'aspect qu'on a sur ces 2 photos.
j'espère que vous les voyez bien. On a donc ces lésions blanchâtres, irrégulières, mal définies, au niveau de l'épiglotte, donc à 2 endroits de l'épiglotte, et puis un peu plus loin, on voit aussi sur le pli aéroépiglotique, dans le sinus périforme, sur la commissure postérieure, on a ces plaques plus ou moins bulleuses, plus ou moins irrégulières, mais un petit peu partout. Bon. Au niveau du plan glottique, puisqu'elle se plaint d'une dysphonie, il y a une petite atrophie des plis vocaux, qui peuvent être en adéquation avec l'âge. Et en phonation, il y a effectivement un manque de fermeture correcte. Il y a une petite fuite glottique antérieure et médiane lors de la phonation. Sinon, par ailleurs, le larynx est parfaitement mobile et symétrique. Et donc, voilà une petite vidéo de son examen laryngé où on retrouve, je suis attardée un petit peu devant ces lésions qui m'interpellaient, ce n'est pas habituel. Donc au niveau de l'épiglotte, le larynx par ailleurs est mobile, on le voit bien. Au niveau de la commissure postérieure, il y a cet épaississement qui peut faire évoquer un reflux laryngopharyngé, mais avec quand même des plaques blanchâtres. Et puis vous voyez sur l'autre partie de l'épiglotte aussi, et puis des traînées. Il y a un problème de son. Enfin bon, en phonation, l'ondulation muqueuse est régulière, elle est bilatérale, elle n'est pas très régulière, il y a une petite amyotrophie des plis vocaux. Quelques minutes plus tard, je continue l'examen et donc c'est que quelques minutes, 1 ou 2 minutes plus tard, on a cet aspect qui évolue avec une apparition d'un saignement en nappe au niveau des lésions de l'épiglotte. Donc c'est vraiment ce saignement de contact qui sont pas très favorables. Le larynx continue à être mobile et je ne vois pas d'autres anomalies. Donc, devant cet aspect, évidemment, je reviens, donc on en reparle, et puis j'interroge quand même la patiente pour savoir un petit peu si elle n'a pas d'autres pathologies, s'il n'y avait rien eu d'autre de particulier puisque ça fait 3 mois qu'elle a ça, qu'elle a cette plainte qui s'est installée progressivement. Et elle me dit, oui, bon, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est la peau, mais effectivement, j'ai des lésions au niveau de mon dos et de mes bras, ça démange beaucoup, elles sont hémorragiques, et la dermatologue, après un certain temps d'errance, a trouvé le diagnostic et c'est une pemphigoïde bulleuse. Bon. Effectivement, donc elle est suivie en dermatologie et elle a un traitement par dermocorticoïde depuis 6 mois. Et actuellement, les lésions cutanées sont en cours de cicatrisation. Et donc, voilà, ne connaissant pas bien la pemphigoïde bulleuse, en tous les cas avec sa localisation laryngée, voilà ce qu'on peut en dire. Donc, c'est une pemphigoïde des membranes muqueuses et il s'agit donc d'éruptions bulleuses des muqueuses avec des formations qui vont vers la cicatrisation, une cicatrisation fibreuse. Et cette dermatose bulleuse, c'est une dermatose qui est auto-immune et qui est principalement donc sous-épidermique. C'est une pathologie qui est rare, avec une incidence en France à peu près de 70 cas par an, et elle survient essentiellement chez le sujet âgé de plus de 70 ans. Et il faut savoir aussi qu'il y a 35% des atteintes au niveau des voies aérodigestives supérieures, donc surtout endobuccales. Vous avez ici un aspect cutané sur un bras, mais voilà, alors on n'avait pas la rougeur au niveau du larynx, mais cet aspect très particulier. Et effectivement, par ordre de décroissance, la localisation la plus fréquente, c'est la muqueuse buccale, puis oculaire, pharyngolaryngée, génitale et œsophagienne. Et au niveau de ces muqueuses, on a souvent un aspect donc érosif, pseudomembraneux et blanchâtre. Donc, ce qui correspondait effectivement à ce que notre patiente présentait. Mais évidemment, devant cet aspect, on peut aussi évoquer d'autres diagnostics, comme le pemphigus paranéoplasique ou la maladie de Behçet. Il y a certaines vascularites, comme dans la maladie de Wegener aussi, qui peut donner cet aspect pseudo-granulomateux. Il faut éliminer aussi les pathologies infectieuses, comme l'herpès virus, la syphilis, le lichen plan, ne serait-ce que parce qu'au niveau des traitements, évidemment, l'incidence sera différente. La seule
confirmation de certitude, c'est un examen donc histologique avec exploration immunologique et histopathologique, et c'est l'immunofluorescence directe qui va confirmer le diagnostic. Ce qui avait été fait d'ailleurs pour ces lésions cutanées. Au niveau du traitement, dans les formes graves, laryngées et oculaires, on donne des corticoïdes à forte dose. Dans certaines formes, on peut aussi donner des immunomodulateurs comme la cyclophosphamide par voie intraveineuse. Et dans les formes graves oculaires, on propose aussi une immunothérapie comme le rituximab. Et ces pathologies nécessitent une surveillance au long cours parce qu'en fait, l'évolution, donc la cicatrisation, peut se faire vers des fibroses et en particulier au niveau laryngé vers des sténoses. Donc, si on revient à notre patiente, effectivement, devant ces lésions, elles sont présentées bien sûr en réunion de service, et donc une endoscopie est décidée, et lors de cette endoscopie sur l'anesthésie générale, il n'y a pas de lésion au niveau de la cavité buccale ni de l'oropharynx. Au niveau laryngé, les plis vocaux ont un aspect légèrement atrophique, mais qui sont en adéquation avec l'âge, elle a 83 ans. Et puis la muqueuse de l'épiglotte, celle qui nous interpelle, et des plis ariépiglottiques, elle est épaisse et inflammatoire. Et effectivement, le diagnostic est confirmé sur l'immunofluorescence cutanée directe qui met en évidence des dépôts linéaires et continus d'immunoglobuline G et de C3 sur la membrane basale. Chez cette patiente, la conduite à tenir, il y avait des paresthésies, mais il n'y avait pas de signe de gravité majeure, il n'y avait pas de dyspnée et il n'y avait pas de sténose. Le larynx était parfaitement mobile. En reprenant avis avec le dermatologue qui a effectivement confirmé, donc elle continuait son traitement par dermocorticoïdes, et elle a pensé qu'il serait nécessaire de rajouter du bucobète, même si elle n'avait pas de lésion endobuccale, donc c'est la bétaméthasone par voie locale. Et donc la patiente, on la revoit au bout de 3 mois et avec effectivement une nette amélioration. Elle n'avait plus de paresthésie ni en mangeant ni en parlant. Et à l'examen du larynx, le larynx avait un aspect pratiquement normal. Il y avait encore des petites cicatrices, un aspect un peu cicatriciel, mais plus du tout ces traînées blanchâtres et pas de saignement au contact. Donc, évidemment, on a entrepris chez cette personne une surveillance. On l'a vue à 3 mois, à 6 mois, et puis évidemment la revoir régulièrement à la recherche, évidemment, d'une sténose au niveau des voies aériennes supérieures, qui est la principale complication. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cas clinique? Donc, il s'agit d'un sujet âgé, mais il faut bien se dire que les presbyphonies, les presbyphagies, donc c'est cette difficulté à avoir une bonne voix bien sonore et cette petite gêne à la déglutition ne doivent pas masquer une éventuelle pathologie organique sous-jacente, surtout quand elle est d'apparition récente, et donc faire absolument une exploration en vidéo nasofibroscopie, la vidéo évidemment permettant de rediscuter et de revisualiser les images. Autre élément qui m'a servi un petit peu de leçon, c'est que voilà, les patients souvent nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire au niveau de leur antécédent, de leur traitement, et ce qu'ils prennent et ce qu'ils ressentent. Mais voilà, il faut parfois aussi essayer d'être un petit peu incisif et vraiment de réinterroger pour savoir s'il n'y a pas d'autres pathologies bien au-delà de la sphère ORL pour peut-être faire une relation avec l'examen laryngé et ce qu'on peut découvrir. Et puis, bien sûr, au moindre doute, endoscopie avec biopsie, en se posant les questions, donc d'aller rechercher un petit peu plus à fond dans tout ce qui est immunologie. La pemphigoïde bulleuse, c'est une pathologie rare. Sa localisation laryngée est grave et donc elle peut provoquer des dyspnées inspiratoires, des sténoses glottiques ou susglottiques et bien sûr ça nécessite un suivi au long terme. Voilà, je vous remercie et donc bienvenue aux questions.
Alors Lise, il y a une question. Intérêt, alors moi, pour moi, c'est du chinois en tant qu'audioprothésiste. Moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Intérêt du Bucobet versus Solupred. Très, très bonne question. On s'est posé cette question. En fait, au départ, devant l'aspect, bon, elle avait pratiquement plus de lésions cutanées sur le dos, sur les membres, et devant l'aspect laryngé, en fait, on s'est dit, on va surveiller, on va voir un petit peu. C'est pas une forme grave, donc les corticoïdes à forte dose sont recommandés dans les formes graves avec dyspnée. Là, ce n'était pas le cas. Et donc, a priori, on n'avait rien prescrit de particulier. Et c'est la dermatologue qui a dit non, 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 mais vous allez prendre ça quand même. Donc, voilà. Je pense que les corticoïdes forte dose sont réservés plutôt aux formes graves, qu'elles soient oculaires, mais aussi soit endobuccales, très délabrantes ou entraînant une dysphagie, soit dans les formes effectivement avec dyspnée. Donc, dans ce cas, est-ce que le Bucobet a participé à améliorer un petit peu son état? Je ne peux pas le dire. Je sais pas. Peut-être d'autres personnes ont des Oui. avis. Moi, je dirais oui, certainement, parce que le Bucobet, c'est un topique local, quoi. C'est un peu comme les dermatocorticoïdes Oui. qu'on applique localement sur la peau. Et que l'indication d'une corticothérapie, par voie générale, c'est plutôt pour, comme disait Lise, pour des formes plus avancées, plus sévères de la maladie. Mais enfin, je rajoute juste, c'est vraiment important de faire le diagnostic avant de démarrer cette corticothérapie, évidemment. Hein. Je veux dire, une lésion herpétique enfin voilà. Donc, il faut quand même bien avoir aussi éliminé certaines pathologies. Alors, il y a trois autres questions, donc on va passer rapidement. Y a-t-il eu une association à un traitement anti-reflux? Sinon, peut-on l'utiliser dans ce cas de figure en préventif? Alors, préventif, je ne sais pas, mais effectivement, elle avait eu, et elle était arrivée en me disant, oui, oui, l'ORL que j'ai vu a pensé qu'il y avait probablement un reflux. Et donc, il m'a prescrit pendant 3 mois des traitements anti-reflux, IPP, mais comme ça ne me faisait rien, j'ai arrêté. Donc, en fait, je pense qu'elle a dû prendre à peu près 15 jours de traitement. Je pense qu'il faut prescrire effectivement un traitement anti-reflux. Et d'ailleurs, après l'endoscopie, elle a dû sortir du service avec aussi ce traitement anti-reflux pour ne serait-ce que limiter les effets du reflux, les brûlures pharyngo-laryngées liées au reflux. D'accord. J'ai une autre question. Et pourquoi pas des aérosols? Pourquoi pas? Stéphane, peut-être Oui, que je te pourquoi laisserai. pas? Pourquoi pas prescrire des aérosols avec des corticoïdes? Oui, pourquoi pas? Mm. Je suis d'accord. Ouais. Là encore, peut-être aussi que c'est une décision qui sera un peu guidée par une éventuelle dyspnée. Mais effectivement, ça peut tout à fait être une bonne prescription. Voilà. Et j'ai un dernier point. On me signale ce cas clinique s'appelle la maladie atrophiante, pardon, de l'Horta, Jacob. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas non plus. Mais c'est une maladie de système? Dans la littérature, c'est bien dit euh, que c'est. Attendez, je retrouve. Donc, c'est vraiment. La pemphigoïde bulleuse. Après, il y a différentes formes de pemphigoïde. Mais cette pemphigoïde bulleuse, c'est une pathologie auto-immune des membranes muqueuses. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a effectivement. Je n'ai pas retrouvé la terminologie de Lorta Jacob, mais. Moi non plus. Voilà, c'est tout pour les questions. Ok, Parfait. Merci. très bien. Donc, nous allons passer au cas clinique suivant en laryngologie et c'est Dr Martha Sirsu qui va nous le présenter. Martha nous a rejoint il y a un peu plus d'un an et je suis très content qu'elle fasse partie de l'équipe parce qu'elle sert en même temps de pont entre l'hôpital Foch et l'hôpital Garches. Et vous savez qu'à l'hôpital Garches, il y a beaucoup de patients qui ont des maladies neurologiques, des maladies neuromusculaires,
avec des expressions laryngées et pharyngées. Et donc, Martha a beaucoup d'occupations. Enfin, toujours est-il que ce soir, elle va nous présenter un cas tout à fait, je dirais, actuel dans le cas du Covid. Et je vais lui laisser la parole. Bonsoir, merci à Amplifon de m'avoir invité, de nous avoir invités. Et ce soir, donc, je vais vous présenter un cas de laryngologie. Je pense avoir un petit souci avec le partage d'écran. Il faut aller sur le bas avec la flèche verte, Oui. écran partagé. C'est fait, mais... Et du coup, il faut cliquer sur écran quand vous avez effectivement l'écran qui apparaît. Je disais tout à l'heure, c'est les soucis du direct, ça, de toute façon. C'est Martha, Je dirais qu'elle est partie. Elle s'est peut-être déconnectée, reconnectée. Est-ce qu'éventuellement, vous ne voulez pas inverser les présentations à ce moment-là? Je propose qu'on avance et donc je vais demander à Younes Chikouri, qui était chef de clinique pendant 2 ans dans le service et qui est maintenant assistant, donc de nous présenter une nouvelle technique chirurgicale qu'on a mis au point. Il va vous présenter cette nouvelle intervention qui consiste à enlever la thyroïde par la bouche. Younes, nous t'écoutons. Bien, bonsoir à tous. Je remercie également Amplifon pour l'organisation de cette soirée. Alors, je vais essayer de partager mon écran à mon tour. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, absolument. Super. Voilà. Alors, donc, comme vous l'a dit Monsieur Hans, on va parler d'une nouvelle voie d'abord qui consiste à opérer la thyroïde par voie transorale. Donc, ça s'inscrit dans une mouvance actuelle de mise au point de plein de nouvelles techniques qui sont aussi variées en termes de moyens utilisés, robots, sans robots. Et je vais vous en parler un petit peu davantage. Alors, un petit rappel sur l'expérience du service à Foch, donc Monsieur Hans en particulier, qui depuis 10 ans a déjà commencé à opérer en utilisant un robot dans des premières indications de chirurgie de l'oropharynx, maligne puis bénigne. Maligne, on pense aussi à la croissance des cancers liés à l'HPV. Puis, dans un second temps, ces indications ont été élargies au larynx supraglottique et nous avons publié, l'équipe a publié il y a quelques mois une étude sur plus de 70 patients opérés d'une tumeur supraglottique au robot. Et il existe aussi des indications liées aux apnées du sommeil. On peut opérer par exemple les hypertrophies d'amygdale linguale responsables de syndrome d'apnée du sommeil sévère en cas d'échec de traitement médical. Dans tous ces cas de figure, les traitements mini-invasifs au robot ont pour objectif de réhabiliter rapidement les patients, notamment sur le plan de la déglutition, puisqu'ils peuvent se renutrir dès le lendemain par la bouche. Ça permet d'éviter une trachéotomie et la pose d'une sonde nasogastrique, et on sait que lorsqu'on évite ces 2 facteurs-là, l'hospitalisation peut être considérablement réduite, avec une moyenne de séjour de l'ordre de 8 jours pour les chirurgies de l'oropharynx néoplasiques, et il y a actuellement une cohorte de plus de 350 patients opérés sur la dizaine d'années pour ces indications-là. Alors, depuis 2019, on s'est intéressé dans le service à un nouveau champ d'application de la chirurgie mini-invasive qui concerne celui de la chirurgie cervicale. Donc, ça peut être endoscopique, donc avec des instruments, une caméra, des micro-instruments, ou alors assisté par robot, c'est endoscopique, mais avec des moyens supplémentaires, toujours dans l'objectif de diminuer la morbidité des gestes et de limiter la rançon cicatricielle. En ce qui concerne la thyroïde, comme vous le savez, depuis que le professeur Kocher a décrit la technique il y a plus de 100 ans, elle a très peu évolué. Elle reste bien entendu le gold standard pour cette intervention-là. Il n'est pas question de la remplacer, mais plutôt d'ajouter d'autres outils. On va voir un petit peu lesquels. Donc, on sait aussi que pour les thyroïdes, dans l'immense majorité des cas, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que 80-85% des patients, patientes aussi, c'est souvent féminin, sont très satisfaites de leur cicatrice. Ça se passe bien, ils ont une cicatrice qui est même pour l'examinateur externe satisfaisante.
dans de moindres cas, et on sait aussi que plus on évolue vers des peaux pigmentées, plus le risque de cicatrices hypertrophiques, voire ce qu'on veut tous éviter, les cicatrices kéloïdes, augmente. Et c'est vraiment cette indication-là qui a été le moteur pour certains développements de mise au point de nouvelles techniques pour la thyroïde notamment. Toujours à propos de la cicatrice, donc ce qui compte bien entendu, c'est ce que le patient en pense, hein, ce n'est pas le point de vue de l'examinateur externe, mais on sait que moins bonne est la perception qu'a un patient de sa cicatrice de thyroïde, moins bonne est sa perception de l'ensemble de son corps. En fait, la perception corporelle globale est très liée à celle de la région cervicale. Ça, c'est des études qui sont anglo-saxonnes et américaines, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la société française. Je vous passe les études asiatiques, parce qu'il y a un biais très fort, et on en reparlera. Une seconde étude qui, elle, montre qu'il faut au moins 2 ans aux patients opérés d'une thyroïde pour retrouver une perception de leur région cervicale à peu près équivalente à ce qu'elle était avant la chirurgie. Et enfin, une étude très intéressante qui a été menée sur 120 patients qui retrouve ce résultat-là, c'est que quand on propose à des patients d'avoir une cicatrice quelque part pour la cicatrice, on leur donne le choix entre une cicatrice cervicale ou alors une cicatrice thoracique ou axillaire, eh bien la majorité choisissent des cicatrices déportées. Alors la première technique qui a été mise au point pour réduire un petit peu cette tension cicatricielle, c'est une équipe italienne à Pise qui l'a décrite en 1998. Et en fait, elle consistait à réduire la taille de la cicatrice et à utiliser des instruments d'endoscopie digestive. Donc c'est vraiment comme pour une chirurgie viscérale classique. On met les optiques et les instruments. Donc la cicatrice que ça donne, elle est plus petite, mais toujours dans le cou. Donc malheureusement, pour les problèmes de kéloïdes et de cicatrices hypertrophiques, ça ne résout pas le problème, et ça reste cervical. Donc cette technique n'a pas eu l'engouement qu'elle aurait mérité peut-être. Le vrai shift va se produire plutôt en Asie. Comme vous le savez, la médecine traditionnelle chinoise se base sur des canaux qui traversent le corps, les fameux méridiens. Et l'un d'entre eux, l'un des principaux, passe du menton à la région du pubis. Et c'est très important, notamment pour les femmes, parce que ce méridien-là est en rapport avec la fertilité, la conception, tout cet ordre-là qui est très important psychologiquement. Et donc, c'est très mal perçu, très mal vécu d'avoir une cicatrice cervicale. Donc, c'est vraiment en Asie qu'ils ont eu plus de motivation à trouver des techniques alternes. Et donc, c'est l'avènement d'une nouvelle conception, plutôt que de miniaturiser la cicatrice, c'est de faire des cicatrices déportées, donc remote access. La première décrite consistait à mettre 4 trocars en fait, dans la région thoracique et axillaire. Ça s'appelle BABA, donc il y a beaucoup d'acronymes pour décrire ces différentes techniques, parce que chacune a sa propre publicité, il faut embarquer les esprits, mais en tout cas, voilà, une première technique endoscopique sans robot, c'était celle-ci. Après, ensuite, elle a été utilisée au robot également. Une seconde qui est très popularisée, et notamment grâce au robot, c'est celle de passer par voie axillaire, qui permet d'avoir un abord d'un seul côté, mais permettant d'aborder l'ensemble de la thyroïde. Celle-ci est très, très répandue actuellement. La voie d'abord du facelift, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle est plus habituelle pour les ORL, parce que c'est une région anatomique qu'on connaît par rapport à la région axillaire. L'inconvénient, c'est qu'on est moins bien pour aborder le lobe contralatéral, pour les thyroïdes notamment. Mais elle reste très intéressante aussi. Et puis l'idée de ce chirurgien thaïlandais, qui s'appelle le Dr Anu Wong, en 2014, qui a pensé à passer à travers un orifice naturel, donc la bouche, c'est une chirurgie qu'on connaît pour d'autres spécialités, mais c'était original d'y penser pour la partie thyroïdienne, donc on passe par la bouche, avec des incisions, donc une principale ici au niveau vestibulaire labial central, et 2 incisions plus petites sur les côtés pour les instruments. Donc voici à quoi ça ressemble. Et on passe dans le plan subplatysmal, en passant ici devant l'os, devant la mandibule, pour décoller la partie antérieure du cou et se retrouver au niveau de la thyroïde. Donc ce qu'on a fait à Foch, on a d'abord commencé par une étude cadavérique sur 10 sujets au fer à moulin. On a encore la chance de pouvoir faire des dissections. L'intérêt, c'est qu'en fait, le matériel, une fois qu'on est sur place et qu'on fait les procédures, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut faire in vivo. Donc c'est un entraînement qui est très efficace. Et puis on a commencé en 2001 à proposer cette chirurgie aux patients très motivés, qui sont très sélectionnés bien sûr. Il n'est pas question de remplacer la chirurgie cervicale classique, avec des échographies cytoponction en faveur de la bénignité, sachant qu'on peut aussi faire du monitoring classique pour les nez récurrents.
Et l'idée, c'est d'élargir progressivement les indications et éventuellement de les comparer dans le futur par rapport à d'autres voies d'abord, notamment robotique. Donc, je vais vous montrer le cas clinique d'une des patientes. Donc, voici donc les incisions au niveau du vestibule labial. Il faut bien entendu que l'hygiène bucco-dentaire soit impeccable et l'intubation orale est possible de manière classique. La première étape, c'est celle d'une hydrodissection du plan subplatysmal. On fait ensuite une insufflation de gaz CO2 comme pour une célioscopie. Et ensuite, on crée le passage du premier instrument, le trocar, les deux trocars latéraux, et voici comment on s'installe. Donc, c'est comme pour une chirurgie cellio. L'aide tient la caméra pendant que l'opérateur, en fait, introduit sur les deux trocars latéraux les instruments opératoires. Et à la fin de l'intervention, on peut sortir donc la pièce à l'aide d'un endobag pour protéger, bien sûr, si c'est du malin, on peut sortir par le même orifice que le trocar central. Une petite vidéo pour vous montrer quelques étapes. Alors ceci, c'est sur une patiente, un cas un peu idéal pour cette indication-là, c'était un nodule qui était isthmique. Donc la première étape, c'est bien sûr du décollement du lambeau, là on le voit, puis on ouvre la ligne blanche. On reconnaît déjà l'isthme ici, au centre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc là, on est en fait dans la région cervicale, on reconnaît aussi le sternum tout en bas qu'on peut palper, parce que l'avantage de cette technique-là, c'est que les instruments, c'est à l'ancienne, c'est pas comme le robot, mais on a le retour de force, le fameux retour de force qui manque au robot. Donc là, on peut décoller les muscles infrahyoïdiens. On utilise une pince harmonique qui permet de coaguler et de sectionner en même temps. Là, je poursuis l'ouverture de la ligne blanche en dessous. Et puis, on peut sectionner la lésion de part et d'autre. Donc ça, c'est une procédure qui est relativement simple, qui dure moins d'1 heure pour ces indications-là, puisqu'on est directement dessus par cette voie d'abord, c'est central. Et le décollement fait 10 cm. C'est la fin de la section. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Et puis à la fin, on met la pièce au niveau de l'endobag que l'on ressort par le trocar central. Ça, c'est la cicatrice immédiate. Donc, il n'y a pas de cicatrice. Les petits orifices que vous voyez correspondent au passage de fil tracteur pour lever le lambeau platysmal, ce qui aide un petit peu à l'expansion pour insuffler moins de gaz. Ça, c'est la cicatrice à 1 semaine avec la cicatrisation muqueuse qui est déjà acquise à ce stade-là. Et la patiente n'a pas du tout de cicatrice visible. En termes de soins post-opératoires, il n'y a pas de nécessité de choses particulières, en fait. Sous les études, les auteurs se sont rendus compte que, finalement, l'antibioprophylaxie pendant 1 semaine n'était pas spécialement indispensable. L'antibioprophylaxie péropératoire était suffisante. Au niveau antalgique, c'est très peu douloureux. C'est du palier 1, voire palier 2 transitoire. Il faut bien sûr porter attention à l'hygiène bucco-dentaire, des lavages de dents très rigoureux. L'alimentation, elle est normale dès le lendemain. Et les patients, généralement, sortent assez rapidement, quasiment comme pour une chirurgie de thyroïde classique. Alors, en termes d'application dans le monde, donc je vous ai dit au départ, c'est décrit en Thaïlande. C'était un peu le seul pays à le faire il y a quelques années, 4 ans, 5 ans. Et puis depuis maintenant, ça date de 2019, ça se fait quasiment partout. Donc notamment en Asie, bien sûr, où il y a un très fort engouement pour ces techniques-là. Mais il y a quelques centres en Europe qui ont une expérience locale et quelques training centers, et puis surtout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors très brièvement, c'est une revue de la littérature publiée en 2018 avec 736 malades inclus. En fait, sur les études qui ont été incluses, ça faisait 736 malades, sachant qu'aujourd'hui, il y en aurait 4 fois plus. Sur ces 736 malades-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que globalement, ça se passe bien. Les durées opératoires, elles vont réduire, bien sûr, en fonction du volume de patients opérés pour se rapprocher très rapidement de ceux d'une chirurgie classique. Les pertes sanguines sont comparables également et les durées d'hospitalisation sont très variables. Vous voyez du simple au quintuple, mais c'est également en fonction de l'expérience des auteurs. Et ce qu'on remarque, c'est plus il y a de volume de patients opérés, plus finalement les durées s'approchent de ceux d'une chirurgie conventionnelle. En termes de complications, il y a les complications générales liées à la chirurgie de la thyroïde qui vont très vite matcher les mêmes que la chirurgie cervicale, c'est à peu près du même ordre. Et il y a quelques complications un peu spécifiques à cette voie d'abord-là. Donc on peut penser aux infections, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a
Il y a un 12% chez Willem, mais en fait, c'est sur 8 patients. Voilà. Mais plus les cohortes sont grosses, plus ces risques-là deviennent très mineurs. Et puis surtout celles liées au risque d'atteinte du nerf mentonnier. Alors, le nerf mentonnier, c'est un nerf sensitif qui passe, comme vous le savez, qui émerge, pardon, excusez-moi, c'est passé, à peu près à ce niveau-là, hein, au niveau dentaire. Et le problème, c'est qu'en passant les trocars, les auteurs se sont rendus compte en fait que en les plaçant ici, c'était le placement initial, il y avait plus de risque de parésie, qui était toujours transitoire bien sûr, mais qui était un peu handicapante. Et puis ces parésies ont considérablement diminué depuis qu'ils ont mené des études anatomiques cadavériques sur des dizaines et des dizaines de cadavres pour vraiment faire une cartographie du nerf mentonnier. Et ils ont replacé les trocars, et grâce à ce placement-là, il y a beaucoup moins d'atteinte du nerf mentonnier. Pour résumer les indications de cette chirurgie, donc TOEDVA, transorale endoscopique thyroïdectomie, et les recommandations, c'est globalement de les conserver pour les nodules qui seraient bénins en dessous de 6 cm avec une taille de lobe de moins de 10 cm. Et pour ce qui est des nodules malins, il faudrait théoriquement éviter tout ce qui dépasse 2 cm, sachant que bien entendu, s'il y a une extension ganglionnaire préopératoire, il faudrait plutôt s'orienter vers une autre technique pour éviter d'avoir des complications. Je vais peut-être passer sur la comparaison, mais l'idée à retenir, c'est qu'il y a maintenant une littérature foisonnante sur les comparaisons d'une voie d'abord par rapport à une autre, d'une technique par rapport à une autre, d'utiliser le robot, pas de robot. Et donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, il y a beaucoup de techniques différentes qui dépendent un peu des moyens qu'on trouve dans chaque centre et de ce que défendent finalement les auteurs de chaque technique. Ils vont tous vendre leur idée, mais ça s'équivaut à peu près en termes de résultats. C'est ça qu'il faut retenir. En termes de futur, qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc, vous savez qu'il y a l'arrivée prochaine de robots en single port, les fameux Snake, notamment de 2 boîtes Medtronic et d'Avinci. L'intérêt, c'est de réduire encore plus l'encombrement instrumental, puisque ces robots sont plus petits, et qu'on peut utiliser une seule incision finalement, parce qu'une incision centrale vestibulaire suffirait à mener l'ensemble du geste, donc ça serait vraiment un réel progrès. Donc on attend avec impatience d'avoir ces outils à disposition, peut-être dans 2 années ou 3. Et pour conclure, en fait, qu'est-ce qu'il va devenir de la chirurgie cervicale? L'idée n'est pas d'arrêter de faire des chirurgies cervicales, bien sûr, par voie ouverte classique. L'idée serait plutôt d'avoir dans son arsenal de voie d'abord, des outils pour adapter la technique au patient, à son souhait, à son risque de cicatrice et à la lésion qu'il a en particulier. Donc l'idée n'est pas de dire il faut faire des voies axillaires, ou que des voies transorales, ou que des voies de lift, ou que des voies cervicales, mais plutôt de pouvoir les proposer pour répondre à des besoins bien spécifiques en fonction du malade. Donc la médecine personnalisée, c'est le futur, bien entendu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, Younes, j'ai une question. Là encore, je ne sais pas l'interpréter. Pas plus de PR? Alors non, pas plus de paralysie récurrentielle, si c'est la question, notamment dans la revue systématique, il n'y a pas plus de paralysie récurrentielle. Il y en a d'autant moins, bien sûr, que les volumes de patients opérés sont importants, mais même dans les séries de faible amplitude, ça reste de l'ordre de moins de 5%, sachant qu'en chirurgie conventionnelle, il y a des séries qui vont de 10 à 20% de paralysie récurrentielle transitoire. Une autre question vient d'arriver. Il n'y a pas de risque d'un décollement sous-cutané cervical antérieur longtemps persistant? Alors non, il n'y a pas ce n'est pas une complication classique décrite, en tout cas dans la littérature. Nous n'avons pas l'expérience de cette complication non plus. Mais en pratique, le décollement, il n'est pas très étendu, vu qu'on est tout de suite sur la région cervicale médiane. Le décollement est droit devant. Et il y a toujours la possibilité de mettre un pansement applicatif en post-opératoire, mais ça n'a pas été nécessaire pour les patients qu'on a opérés. Alors, je vois une autre question qui est dit, est-ce que vous utilisez une électrode particulière pour le NIM? Il y a des électrodes longues, je n'ai pas la photo, mais il y a des électrodes longues qui sont parfaitement adaptées, qui passent également par les trocars de célioscopie, et qui sont largement longues et suffisantes pour aller stimuler les nerfs récurrents à travers cette voie. Voilà, il y a une autre question. Quelle est la conduite à tenir en cas d'hématome cervical compressif?
Alors, de toute façon, l'hématome cervical compressif, la prise en charge elle est toujours dans l'urgence. Donc, c'est pas le but ne sera pas la cicatrice, mais les patients sont bien entendu prévenus du risque de conversion. Donc, s'il y a un hématome compressif, l'urgence est de décomprimer. Il faut inciser en région cervicale. J'en vois une autre. Y a-t-il... Je voudrais répondre à une question, c'est que cette voie d'abord par voie orale est très intéressante par le fait qu'elle passe dans un espace avasculaire. Il faut bien se souvenir que la ligne médiane au niveau du cou, il n'y a pas de vaisseau. Et donc, il peut y avoir des problèmes d'hématomes, etc. Mais bon, ils n'ont pas été vraiment décrits dans la littérature. Et cette voie d'abord est particulièrement intéressante parce que passant par un endroit avasculaire. Alors, je vais reprendre une question. Je vois Maxime qui a demandé et qui dit la thyroïde va revenir aux chirurgiens viscéraux. Je ne suis pas d'accord avec toi, Maxime. C'est aux ORL de conquérir le marché. Non, mais après, c'est en raison de la technique. Je pense qu'ils pensent célioscopie, donc c'est associé aux viscéraux. Alors, la réponse, elle est simple. Alors, d'une part, moi, je ne suis pas viscéral. J'ai fait un espèce de viscéral, donc j'ai quelques notions, mais pas plus. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde, avec de l'entraînement, des dissections cadavériques, etc. Mais il y a aussi une étude, je ne vous l'ai pas mise ici pour ne pas alourdir la présentation, mais les Israéliens ont publié justement une étude sur l'apprentissage de cette chirurgie-là par les ORL, en disant, mais est-ce que finalement ça ne pose pas de problème pour les ORL de faire de la célioscopie quand il n'y a pas d'entraînement spécifique? La réponse est non. Et il y a un cut-off à 7 patients. À partir de 7 patients, ils atteignent déjà une durée opératoire reproductible avec un plateau et une gestuelle qui est déjà celle qu'ils vont conserver, qui est largement suffisante. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur ce plan-là. Alors, je vois celle de M. Mambi. Y a-t-il des cas de chirurgie avec abort sous-mental? Oui, tout existe. Il y a des chirurgies combinées où on fait un abort transcervical avec une petite voie axillaire en plus. Il y a des abords transoraux avec 2/3 latéraux transoraux avec une incision sous-mentale pour avoir plus de place. Tout existe. Si vous regardez dans la littérature, il y a des hybridisations. C'est un patchwork de voies d'abord, mais en tout cas, il faut trouver une voie d'abord avec laquelle on est à l'aise. Alors, il faut passer au travers du muscle carré du menton. Non, on passe directement sur le plan osseux. Il faut aller en sous-périosté au départ. Et puis, effectivement, on traverse le muscle à un moment donné pour se retrouver dans le plan subplatysmal. Mais c'est pour ça qu'on met un pansement un petit peu compressif. La seule région, finalement, où il peut y avoir un saignement, c'est sur le menton. Alors, je vois les questions au fur et à mesure. Il risque de beaucoup plus que 3, mais on va continuer peut-être un peu, puis je laisserai la parole à Martha. Lésion du risque du nerf laryngé supérieur, c'est la même chose. Ça n'a pas été étudié spécifiquement chez ces malades-là, mais vous savez que c'est difficile de l'étudier, cette lésion-là, sur les chirurgies thyroïdiennes. Finalement, post-opératoire, s'il y en a une, on ne s'en rend pas compte, à moins que le patient ait des douleurs vraiment particulières, donc ça n'a pas été étudié. Donc, je ne peux pas vous assurer avec certitude qu'il n'y en a pas plus qu'en chirurgie classique. Ceci dit, vu qu'on aborde la thyroïde de haut vers le bas, j'ai envie de dire que la tendance serait plutôt à réduire ce risque-là, parce qu'en chirurgie classique, le nerf laryngé supérieur, c'est le fond du trou. On fait des incisions généralement basses pour camoufler la cicatrice, et puis on se retrouve à tirer la glande pour aller faire le pôle supérieur. Et c'est en tractant là qu'on ne voit peut-être pas forcément le nerf quand il est un peu bas situé. Alors que là, en chirurgie, en fait, on soulève le lobe et on est très bien placé avec la caméra. On peut se rapprocher vraiment de la lésion. On reste en 2D, c'est pas en 3D comme avec le robot. Mais on a une très bonne visibilité. Donc, je pense que dans le futur, on pourra y répondre plus précisément, mais c'est plutôt une technique satisfaisante. Avez-vous fait une étude de coût pour évaluer la faisabilité en pratique courante? Nous, on n'a pas encore fait d'étude de coût, mais de toute façon, en termes de coût, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de robot. Le matériel est celui d'une célioscopie, donc c'est du consommable habituel. Standard, il n'y a pas de raison. Au contraire, l'intérêt par rapport au robot, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel très coûteux. C'est disponible finalement dans tous les centres hospitaliers et à la portée de tous. Utilisez-vous ces techniques pour les adénoparathyroïdiens? Pas encore, mais c'est l'un des champs de développement les plus intéressants. Ça a déjà été décrit. Et de toutes les manières, dès qu'il y a eu tentative de miniaturisation et de voie d'abord interne pour la thyroïde, la parathyroïde, c'est fortement lié. Donc, il y a eu les deux à chaque fois. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Je vais peut-être laisser la main à Martha. Très bien. C'est bon?
Bonsoir. Ça y est. Parfait. Bonsoir à tout le monde. Désolée pour le petit souci technique. Je remercie au professeur Hans pour l'introduction. Je suis aussi très contente d'avoir rejoint son équipe. Je suis donc, présentation, Martha Sierciou, ORL partagée entre l'hôpital Foch et l'hôpital Raymond Poincaré. Et ce soir, je vais vous présenter un cas de laryngologie, de laryngologie. Alors, il s'agit de monsieur MC, il a 62 ans, il a comme antécédent un diabète type 2, un syndrome d'apnée du sommeil, une obésité et il a été intubé pendant 20 jours pour une pneumopathie hypoxémiante au SARS-CoV-2. Le patient se présente en consultation à environ 5 semaines de l'intubation pour une dysphonie associée à une dyspnée inspiratoire et une légère gêne pharyngée. Sa plainte principale, c'est la dysphonie qui s'aggrave et cette gêne pharyngée. L'examen nasofibroscopique. Parfait. Vous arrivez à voir des plaques d'ulcération éparpillées un peu au niveau de manière assez diffuse au niveau de l'endolarynx et notamment au niveau de la commissure postérieure, au niveau de la région interaryténoïdienne, au niveau des bandes ventriculaires. Et si on regarde un peu à la fin, on constate que ces lésions sont localisées de manière prédilecte au niveau de la commissure postérieure. Et je suis désolée, on ne voit pas très bien, mais il y a aussi une lésion de granulation au niveau de l'apophyse vocale droite. Le diagnostic, on a un grand nombre de maladies qui pourraient se manifester avec le même type de lésion. Vu le contexte du patient, on a conclu qu'il s'agissait plutôt d'une probable complication à une intubation prolongée et on a décidé de lui donner un traitement antibiotique pendant 15 jours. C'était l'augmentant 1 gramme x 3 associé à des corticoïdes, 1 mg kilo pendant 7 jours et on a réévalué le patient tous les 7 jours. Au bout de 2 semaines de traitement, le larynx était en nette amélioration avec une disparition des plaques d'ulcération. Alors, pardon, excusez-moi, là c'est mieux. Très bien. Alors, quand on parle des complications laryngées post-intubation prolongée, il y a une grande variabilité en ce qui concerne la définition de l'intubation prolongée. Il y a une variabilité en ce qui concerne l'incidence des sténoses et aussi l'incidence des lésions sans séquelles. Cependant, il faut savoir que toute intubation prolongée qui dépasse 6 voire 7 heures laisse des lésions et est responsable des lésions macroscopiques au niveau de l'endolarynx. Les sténoses acquises, le mécanisme physiopathologique, vous le connaissez tous, mais ce qui est très important, c'est de savoir, c'est de ne pas oublier que c'est des lésions qui sont plutôt évolutives dans le temps et qui sont influencées par les antécédents du patient et aussi par la qualité de l'intubation, la qualité de la réanimation, l'échec d'extubation, les réintubations, et sans oublier également le reflux gastro-œsophagien, en sachant que un malade intubé, c'est un malade qui est nourri par une sonde nasogastrique et que le sphincter inférieur de l'œsophage est ouvert. Donc, tout l'endolarynx, il se retrouve inondé plus ou moins sous l'effet de la pepsine notamment. Le diagnostic d'une sténose laryngotrachéale, il repose sur 3 piliers. On a d'abord l'examen clinique. On
on doit savoir s'il s'agit plutôt, si notre malade, ce qu'on doit recueillir, c'est est-ce que notre malade, il vient pour une dysphonie. Il vient pour une dysphonie qu'il a eue dès le départ, une dysphonie qu'il a eue dès l'extubation. Et une fois que l'étape post-réanimatoire et tous les examens sont finis, il décide de s'occuper de cette plainte, de la dysphonie. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une dysphonie associée à une dyspnée qui évolue de manière progressive? Ou tout simplement, il s'agit d'une dysphagie ou d'une odynophagie. C'est des éléments importants qui nous permettent aussi de comprendre le mécanisme clinique de la maladie. Ensuite, on a l'examen nasofibroscopique qui nous permettra qui pourra nous orienter vers le diagnostic. On associe à la nasofibroscopie l'examen, le scanner cervicothoracique et les endoscopies laryngées sous anesthésie générale afin de voir et d'évaluer l'étendue d'une éventuelle sténose et de proposer ensuite une prise en charge thérapeutique. Et quand on parle de la prise en charge thérapeutique, on ne doit pas oublier exactement le contexte du patient, la phase dans laquelle il vient se présenter en consultation et nous voir. Est-ce qu'il s'agit de la phase aiguë? Est-ce qu'il sort de la réanimation? Est-ce qu'on a du mal à l'extuber? On a du mal à le décanuler? Ou est-ce que tout simplement, il vient, comme le cas de notre patient, il vient dans la phase inflammatoire, dans la phase où les lésions sont en cours de constitution, mais on peut toujours encore agir. Dans ce cas-là, on leur proposera un traitement antibiotique associé à une corticothérapie et à des IPP. S'il s'agit plutôt des lésions qui sont déjà constituées, la prise en charge est plutôt chirurgicale. Et dans ce cas-là, il faudra surtout, on va s'appuyer sur le résultat de l'endoscopie sous anesthésie générale. Et pour finir, je pense qu'il faut... Le premier message serait que les sténoses glotto-sous-glottiques ou laryngotrachéales sont des maladies qui sont évolutives. Donc, un malade qui viendra nous voir en consultation, il faudra le suivre ensuite et vérifier si la dysphonie ou la dyspnée n'évolue pas et si elle évolue, vérifier si elle évolue également sur le plan clinique. Et deuxième point, comme le professeur Hans disait, vu le contexte sanitaire, je pense qu'on peut très bien s'attendre à un nombre plus important de malades en consultation qui viendront nous voir pour des problèmes de dysphonie, pour des problèmes respiratoires. Et il ne faudra pas oublier leur contexte. Et je reviens également à ce que le docteur Crévier-Buschmann nous disait tout à l'heure, toujours l'examen clinique du patient et le recueil de ses antécédents et de ses plaintes est important. Il faut pas oublier, il ne faut pas se dire juste c'était une intubation, il a été intubé pour une infection au SARS-CoV-2. Voir la durée de l'intubation, vérifier le contexte, les antécédents et faire toujours une fibroscopie et continuer à les suivre afin d'éviter des interventions qui risquent d'être plus lourdes et plus difficiles à gérer ensuite. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour vos questions. Apparemment, c'était très clair, Martha, puisque... Ah si, une question arrive. Alors, nous voyons effectivement beaucoup plus d'immobilité laryngée bilatérale post-intubation pour Covid. Donc, de là, rôle de la mise en décubitus ventral, point d'interrogation, effet de nombre, point d'interrogation. Bon, je ne suis pas ni réanimatrice ni pneumologue, mais probablement, sûrement, les traumatismes, les manipulations des malades durant les intubations pour les pneumopathies ou SARS-CoV-2 jouent un rôle dans les possibles lésions laryngées.
ça reste encore une fois des traumatismes, des micro-macro-traumatismes, soit un macro-traumatisme durant l'intubation, une intubation difficile ou une réintubation, ou sinon des micro-traumatismes pendant les manipulations, dont le décubitus ventral. Mais encore une fois, je ne pourrais pas vous dire le rôle exact du décubitus ventral, mais je pense que ça reste quand même un traumatisme pour le malade, pour le larynx en tout cas. Je vais spécifier une chose, c'est que il faut savoir que les patients intubés, d'une façon générale, quelle que soit leur position, la sonde d'intubation se met dans la glotte postérieure. Et donc, c'est la région de la glotte postérieure qui est la zone la plus fragilisée par la sonde d'intubation, et notamment les articulations cricoaryténoïdiennes, et donc les immobilités cricoaryténoïdiennes bilatérales, ce qu'on appelle aussi sténose glottique postérieure, sont très fréquentes. Après, savoir si le fait de bouger les patients qui sont atteints de Covid en réanimation, actuellement, il n'y a aucun travail dans la littérature qui n'a montré que ça favorisait ou pas des séquelles à type de sténose glottique postérieure. Merci. Une autre question. Quelle est l'indication de la trachéotomie percutanée? Une question de Dr Becco. Dans pour les malades, je suppose, en réanimation pour les pneumopathies liées au Covid. Ça n'est pas précisé, donc... Oui, d'une façon générale, on peut... Après, ça dépend de l'habitude de chaque équipe. Après, on sait que les trachéotomies percutanées sont souvent plus pourvoyeuses de complications qu'une trachéotomie chirurgicale. Très bien, il n'y a plus de questions. Bon, très bien. Donc, nous allons passer à la dernière présentation. Donc, le docteur Jérôme Lechien, qui nous a rejoint à Foch il y a maintenant plus d'1 an et demi, et qui vient de Belgique, et qui a fait sa thèse de science sur le reflux pharyngo-laryngé, et qui va donc nous parler de cette entité particulière qui est très mal connue en France. Voilà, vous m'entendez tous? Oui. Voilà. Merci aussi à Amplifon pour la soirée. Merci au professeur Hans pour avoir accueilli le petit Belge que je suis à Paris. Donc voilà, moi je vais vous parler effectivement du reflux laryngopharyngé, qui est une pathologie très fréquente et parfois pas extrêmement bien pris en charge et peu connue en fait. Alors, tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que c'est une pathologie qui a un intérêt croissant. Depuis plusieurs années, ici, vous voyez évidemment que depuis la fin des années 90, on a vraiment une explosion des publications. La prévalence et l'incidence du reflux laryngopharyngé sont très mal connues parce qu'il n'existe pas de gold standard véritablement pour faire le diagnostic, mais on estime que c'est 10 à 30% de la population. Donc, plus de 50% des patients qui consultent avec un problème de voix. Ça, ce sont les estimations, je vais dire, les plus précises que nous avons. En ce moment, avec le Covid, on remarque également à la clinique du reflux une explosion des cas qui peut être attribuée à 2 choses. D'une part, le stress que les patients ont avec la situation, et d'autre part également, dans certains cas de figure, la malbouffe liée aux patients qui, quand ils restent chez eux, peuvent parfois avoir des habitudes alimentaires qui sont modifiées avec le confinement. Et donc, on voit vraiment beaucoup de patients en ce moment. Je pense que le stress est vraiment l'élément clé. Alors, la première notion, le premier fil rouge à bien comprendre sur le reflux, c'est que le reflux laryngopharyngé, ce n'est pas du reflux gastro-œsophagien. Et l'inverse est également vrai. Le reflux gastro-œsophagien n'est pas du reflux laryngopharyngé. Ce sont 2 entités qui se distinguent l'une de l'autre par des mécanismes différents, même s'il y a des points communs. Ici, vous avez les critères de Montréal. Il existe également les critères de Lyon qui vous définissent ce qu'est un reflux gastro-œsophagien.
C'est du reflux typiquement avec des sensations de brûlure d'estomac. Lorsqu'on effectue une pH-métrie, par exemple, on peut avoir un pH inférieur à 4, plus de 4% du temps, dans le bas de l'œsophage, ou un score qu'on appelle le score de Mester. Donc, le reflux gastro-œsophagien, c'est du reflux très souvent liquidien dans le bas de l'œsophage. Le reflux laryngopharyngé, il n'existe pas encore de consensus internationaux. On est en train de les développer avec le Yonggai Foss en ce moment. Mais c'est du reflux qui est très souvent gazeux, avec des patients qui n'ont pas de brûlure d'estomac et qui se caractérisent par un relâchement des sphincters œsophagiens inférieurs et supérieurs. On considère que plus d'un épisode de reflux dans l'hypopharynx par jour, quel que soit son pH, acide, faiblement acide ou non acide, peut valider le diagnostic. Évidemment, pour pouvoir avoir cette définition-là, il faut réaliser une pH-impédance-métrie de 24 heures avec des capteurs de pH au niveau du pharynx. Ce qu'il faut retenir également et qui est très important, c'est que plus de 50% des patients avec du reflux laryngopharyngé ont un reflux qui est non acide, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des épisodes de reflux avec un pH à 2, 3 ou 4, mais alcalin. Alors ici, c'est juste très rapidement une dia pour vous montrer la différence entre les deux pathologies. Vous avez ici en fait un tracé de 24 heures de pH d'impédance-métrie et là où vous voyez ma souris, chaque grande barre vers le haut, donc de Z6 à Z1, c'est un épisode de reflux. On voit que le patient reflux gastro-œsophagien en bas ici, il a du reflux tout le temps et particulièrement quand il va se coucher la nuit. Ça, c'est le tracé typique de plus de 80% des patients avec du reflux laryngopharyngé. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas ou très peu d'épisodes de reflux la nuit parce que c'est gazeux et la nuit, le patient est en position couchée. Et donc ça, c'est intéressant à savoir parce que ça n'a aucun sens de donner en thérapie un IPP le matin et un IPP le soir, étant donné que la nuit, généralement, le patient a très peu, voire pas de reflux. Alors, une physiopathologie différente, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui crée généralement ces épisodes de reflux, eh bien, c'est un relâchement des deux sphincters œsophagiens. Le stress est un élément extrêmement important parce que le stress a tendance à induire une dysrégulation autonome, c'est-à-dire que les sphincters sont innervés par le système orthosympathique et parasympathique, et quand le système orthosympathique prend le dessus quand on est stressé, ça peut relâcher la tonicité des sphincters. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a des gaz qui remontent, et avec les gaz, des dépôts, des gouttelettes avec des dépôts de pepsine et d'autres enzymes, évidemment gastro-duodénales, qu'on n'a pas encore étudiées. La pepsine, elle se dépose dans les muqueuses ORL, où le pH est généralement, par exemple, acide ou alcalin. Et ce qu'il faut savoir et qui est quand même important, c'est que lorsque vous donnez des IPP seuls, vous ne changez pas le nombre d'épisodes de reflux, vous faites que basifier vos épisodes de reflux. Et donc, on pourrait se dire, tant mieux, ça inactive la pepsine, sauf qu'en fait, il y a des mécanismes qui ont démontré que la pepsine peut être internalisée dans vos cellules pharyngées et réactivée à l'intérieur du Golgi, ce qui peut donner une destruction de la cellule par l'intérieur, même si le patient est couvert par des IPP. Ça, c'est très important. Le reflux laryngopharyngé, il est associé à tout un ensemble de pathologies, des rhinosinusites chroniques. Il augmente le risque également d'otite chronique. Évidemment, c'est très connu, il altère les fonctions respiratoires chez les asthmatiques et également avec toutes les pathologies bénignes des cordes vocales. En tout cas, certaines, le reflux peut avoir un impact important. Quelle est la présentation clinique du reflux laryngopharyngé? Première chose très importante, comme je l'ai dit, le brûlure d'estomac sont absents chez 40% des patients. Et donc, si vous avez un patient qui décrit des plaintes ORL sans brûlure d'estomac, il ne faut surtout pas exclure le diagnostic. On a développé à Foch et à Bruxelles un score qui permet d'évaluer les symptômes de reflux d'une façon précise. Parce que vous le savez, ce sont des symptômes très peu spécifiques. C'est des problèmes de voix, des raclements de gorge, souvent une mauvaise haleine par exemple, ou la sensation d'avoir des glaires collants. Lorsque vous demandez aux patients ces symptômes au début du traitement, et si vous leur demandez après 3 mois, ils vous diront « oui, c'est toujours présent », et vous aurez du mal à évaluer l'évolution précise des symptômes. Et donc, c'est très important d'utiliser des scores qui
grade véritablement la fréquence, la sévérité des plaintes et l'impact sur la qualité de vie. Donc, ce petit score-ci, vous pouvez le trouver sur PubMed, hein, c'est le Reflux Symptom Score 12 qu'on a développé, qui est en cours de développement aux États-Unis également. Alors, quels sont les signes de la maladie? Ça, ce sont les signes les plus fréquents ici qu'on a cartographiés dans une grosse étude. Alors, pour les médecins traitants qui nous écoutent, il y a des signes très faciles à reconnaître. Par exemple, la langue saburale est souvent rencontrée chez les reflux. Alors, typiquement, plus de 95% des patients, ils ont un érythème des piliers antérieurs qui peut également se prolonger au niveau de la luette. Et on peut parfois voir cette image de la paroi oropharyngée postérieure en plaques de lave, qui sont 3 signes extrêmement prévalents dans le reflux. Les ORL, on peut voir également un œdème de base de langue, des mucosités collantes. On peut voir également un érythème de pied d'épiglotte, un érythème laryngé diffus et tout un ensemble d'autres choses, comme des granulomes peuvent également survenir dans le reflux. On a développé justement un score qui permet de grader ça d'une façon assez précise et d'une façon assez reproductible d'un ORL à l'autre. Alors, le diagnostic et la prise en charge pratique. Pour les médecins traitants qui nous écoutent, on a développé un algorithme de prise en charge pour les médecins traitants, pour qu'ils puissent déjà tenter de prendre en charge le patient sur base des petits signes qu'on a vus et qui sont accessibles à tous les médecins, que vous retrouverez dans cette publication aussi. Ce qui est important à savoir dans la prise en charge, c'est que l'endoscopie digestive peut être normale. Il peut n'y avoir aucun signe de reflux gastro-œsophagien et une endoscopie tout à fait normale. Et donc, ce qu'on effectue, nous, de plus en plus en ORL, c'est pas très compliqué, c'est une pH impédance métrie de 24 heures. C'est une sonde qui est peu connue par les ORL. 5% des ORL connaissent cette pratique. Et donc, nous, quand on a un patient à Foch qui a un reflux sévère ou qui dure depuis longtemps, on lui fait immédiatement une pH impédance métrie avec des capteurs pharyngés. Ça nous permet d'avoir un diagnostic précis, par exemple, un reflux acide ou alors un reflux qui est totalement alcalin, et de donner un traitement qui est personnalisé. On ne perd pas notre temps à donner des IPP si le patient a un reflux non acide. Vous avez ici différents éléments qui définissent ce qu'on appelle un reflux acide, non acide ou mixte, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, le traitement, ça, c'est une méta-analyse qu'on a conduite il y a 2 ans, où on a regardé toutes les études placebo contre IPP. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez les résultats ici. En fait, la supériorité de l'IPP dans le reflux laryngopharyngé n'est pas démontrée, avec un risque relatif qui prend 1. Il y a eu cette semaine ou la semaine passée une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal avec une très grosse cohorte qui montre que l'IPP n'est pas supérieur au placebo. Et donc, on estime qu'il y a 57% de réponses thérapeutiques aux IPP seuls. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas de figure, le reflux n'est pas strictement acide et donner des IPP seuls ne couvre pas l'ensemble de la pathologie. Et donc, à l'heure actuelle, de plus en plus, on estime que les IPP seuls ne sont pas suffisants. Et donc, si vous désirez effectuer un traitement empirique, on a tendance de plus en plus à conseiller un régime extrêmement important. Gestion du stress, on peut donner un IPP 20 mg par exemple le matin, plus ça n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt, et un alginate, comme du Gaviscon, c'est très important après les 3 repas. Le Gaviscon, il va se déposer sur les muqueuses et il va protéger les muqueuses de l'action de la pepsine. Il va également réduire le nombre d'épisodes de reflux par jour, ce que ne fait pas les IPP. Alors, le régime est peut-être le futur dans le reflux parce qu'on a des modèles qui ont été développés qui montrent que la consommation d'aliments riches en graisse, l'alcool, le fait de fumer, les épices, le café, tout ça en fait influe sur les sphincters qui se relâchent et qui augmentent le risque de reflux. Et donc, on a développé, je peux vous l'envoyer par mail si vous désirez en français, un score qui permet de grader le potentiel réfluxogène de chaque aliment. Vous voyez par exemple que le lard, le beurre, les avocats, le chocolat sont dans la catégorie 5, c'est-à-dire extrêmement réfluxogènes, contrairement aux artichauts, aux asperges, etc. Et donc, nos patients en reflux à Foch, on a tendance à leur donner ce score et en leur expliquant que c'est extrêmement important. Les boissons sont également très importantes et on leur explique notamment que même l'eau pétillante, par exemple, peut créer du reflux. On a développé un algorithme très pratique qui est publié donc, dans le Clinical Otolaryngology
dans notre équipe qui vous permet de prendre en charge d'une façon assez rapide le reflux. Et donc, vous voyez que dans cet algorithme qu'on a simplifié, vous utilisez des scores cliniques au début pour pouvoir intégrer vos patients. Quand on a par exemple ces deux scores-là avec ces cutoffs, eh bien, qui est le score de symptômes que je vous ai montré tout à l'heure et le score de signes, on a une probabilité de 95% d'avoir un reflux positif. Si le patient a un reflux léger qui ne l'impacte pas trop dans sa qualité de vie, on peut essayer 3 mois de régime simple. Il faut identifier avec le patient quels sont les aliments qu'il prend et qui créent du reflux et tenter de réduire, entre guillemets, cette consommation et de réduire son stress. En pratique, 50% des patients que j'inclus dans ce bras-là guérissent sans IPP, sans Gaviscon, sans rien. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant et cost-effectif. Si les plaintes sont sévères ou modérées, ou s'il y a un impact sur la qualité de vie, on effectue directement une impédance-métrie. Alors, on peut se dire, c'est agressif, c'est invasif, mais en fait, pas tellement, parce que c'est très bien toléré par les gens. Je pense que sur les 300 patients qu'on a vus, j'en ai eu 2 qui ne l'ont pas toléré. Et ça nous permet de donner directement un traitement personnalisé. Si le reflux est acide, on peut donner un IPP 1 ou 2 fois par jour si on voit qu'il y a à l'impédance des reflux la nuit. S'il est non acide, on peut simplement donner un régime et un alginate. On va économiser en matière de médicaments avec une prise en charge hautement personnalisée. Ensuite, on a des critères d'amélioration qui font qu'on réduise les doses ou on change les drogues. Ça, c'est très important. Il y a des patients qui ne répondront pas au Gaviscon, mais qui répondront très bien au sucralfate, par exemple. On est également en train de développer à Foch une approche plutôt basée sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que quand les patients s'inscrivent à la consultation au reflux, quelques jours avant, ils vont recevoir sur leur tablette ou sur leur ordinateur un questionnaire standardisé avec toutes les questions qui vont leur être posées sur leur régime, sur leur stress, etc. Et ça va nous permettre d'avoir déjà une bonne idée du mode de vie du patient. On essaye de développer, mais on doit encore obtenir le matériel, les gastroscopies par voie transnasale. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est démontré dans les pays anglo-saxons, descendre jusqu'à l'estomac en consultation ORL et aller regarder s'il y a éventuellement une œsophagite ou des lésions qui ressemblent à un Barrett. La formation des ORL pour ça n'est pas très compliquée. Une dizaine, une quinzaine d'heures suffit généralement. Et ensuite, évidemment, on va développer des logiciels qui vont analyser le degré de sévérité des signes, parce que comme vous le savez, si maintenant nous sommes 5 ORL à évaluer le degré d'œdème ici, on aura probablement 5 réponses différentes. Ça, c'est un schéma thérapeutique qu'on a débuté et on compare 3 schémas importants. Le premier schéma qui est celui de uniquement un régime. Le deuxième schéma qui est un traitement full dose, par exemple Pentomède et Gaviscon 3 fois pendant 3 mois. Et le troisième schéma qui donne pour l'instant des résultats quasi similaires au deuxième, en tout cas comparables, c'est un schéma dégressif, c'est-à-dire que je leur donne une full dose pendant 1 mois, puis ils évaluent via notre logiciel d'intelligence artificielle, leur envoie le score clinique. Et si je vois qu'il y a une amélioration entre leur score clinique au début et au bout d'1 mois, je commence déjà à diminuer les doses. Et certains patients arrivent au bout de 3 mois avec 2 mois de traitement et le dernier mois, plus rien, le régime, et peuvent être guéris. Voilà. Donc ici, vous avez le futur, qui est une théorie un peu originale, j'ai envie de dire, mais on a commencé des études sur le microbiote parce qu'on pense que ce qui donne les plaintes de reflux, c'est également les bactéries que les patients ont dans le pharynx, parce que certains patients ont un reflux très sévère et des plaintes très faibles, tandis que d'autres, c'est complètement l'inverse. Et donc, il est possible que dans quelques années, on essaye un traitement à base de probiotiques pour traiter le reflux laryngopharyngé. Voici, donc ça, c'est la dernière slide. En gros, c'est un résumé des éléments importants que j'ai présentés dans la présentation. Voilà, merci. Merci Jérôme. Une question du docteur Serge Dahan, que je salue d'ailleurs au passage. On peut donc vous envoyer des patients pour pH-métrie. Oui, c'est une pH impédance-métrie, donc c'est-à-dire qu'on regarde le reflux acide, faiblement acide, c'est-à-dire avec un pH entre 4 et 7, et alcalin. Donc oui, effectivement, on place les sondes nous-mêmes, c'est notre interne qui fait ça extrêmement bien, et c'est très bien toléré, il n'y a vraiment aucun souci. Oui, c'est un geste facile de consultation. D'accord.
J'ai une autre question. Utilisez-vous la pH-métrie pharyngée? Ben, en fait, notre sonde qu'on utilise de pH impédance-métrie, on a 8 capteurs au niveau de la sonde. On en a 6 qui sont placés dans l'œsophage et 2 qui sont dans le pharynx. Et donc, on a effectivement une vision très claire de ce qui se passe dans l'œsophage, mais également dans le pharynx. Alors, si la question se rapporte au Restec, on ne l'utilise pas encore, mais on pourrait effectivement l'utiliser, c'est intéressant. Et à titre personnel, moi, le Restec m'intéresse encore plus pour la rhinosinusite chronique résistante, parce que ce sont des sondes plus courtes, et je pense qu'on peut essayer de placer un capteur dans le cavum pour voir si on a du reflux jusque dans le nasopharynx qui pourrait expliquer en fait des rhinosinusites persistantes malgré une chirurgie ou un traitement médical bien mené. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Ah si, Ok. une vient d'arriver. Une vient d'arriver. Ah. Je vous la soumets. Avez-vous noté des différences entre IPP génériqués ou originaux? Première question, de même interlocuteur. Parfois, certains patients sont végans, par opposition aux viandards, je vous le dis effectivement, et ont déjà un régime. Oui, alors entre les génériques et les non génériques, je n'ai pas remarqué de différence. Par contre, j'ai des patients dans ma cohorte qui ont été résistants au pantoprazole, résistants à l'oméprazole, à l'esoméprazole, et bizarrement, avec du lansoprazole et du Gaviscon, ça a très bien fonctionné. Alors bon, c'est toujours très difficile de faire association, n'est pas causalité, mais changer d'IPP a du sens, tout comme il faut changer parfois le Gaviscon en sucralfate ou en Riopan pour les Belges. Et alors, la deuxième question au niveau vegan, oui, j'ai quelques patients dans ma cohorte qui sont véganes. Je pense que, il y a peut-être un peu moins de reflux lié à la consommation un peu plus importante de légumes. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est lié au microbiote. Maintenant, il faut démontrer ça. Maintenant, c'est très important de cuire les légumes à l'eau ou à la vapeur. C'est-à-dire que si on consomme beaucoup trop de légumes crus, ça peut quand même augmenter le risque de reflux. Et alors, le dernier point important avec les légumes, c'est qu'il y en a certains qu'il faut évidemment éviter, comme les avocats, etc. Ils ont quand même un taux d'acidité important. Mais tout ça est spécifié dans notre régime. Parfait, merci. Et puis, le patient reste-t-il à l'hôpital pendant 24 heures ou bien rentre-t-il chez lui? Non, donc il vient le matin, on lui met la sonde, il doit être à jeun, il rentre chez lui. Moi, je leur demande, je ne leur parle jamais du régime à la première consultation pour ne pas les influencer. Je lui dis, le jour de votre sonde, vous faites comme d'habitude, vous mangez comme d'habitude. Et donc, ils rentrent à la maison, ils font tout comme d'habitude. Il ne faut pas trop travailler à l'ordinateur parce qu'il peut y avoir des interactions électromagnétiques, pas trop téléphoner. Il ne faut pas prendre sa douche avec le boîtier, sinon l'assurance du patient est amenée à payer 6 000 € à l'hôpital. Et le lendemain matin, ils peuvent évidemment revenir et on leur retire la sonde simplement. Il n'y a vraiment pas de problème. Très bien, mais il n'y a pas d'autres questions. Bon, très bien. Ben, je remercie vivement toute mon équipe et mes chers collègues, mes chers amis. Vous avez vu donc la quasi-totalité de l'équipe, sauf Baptiste Aucher, qui était présent mais qui n'a pas parlé. Et je vous rappelle, Baptiste est plutôt à le voici. Oui, bonjour. J'ai un petit cas clinique qui est Comment? disponible pour finir, si vous voulez. Pardon? J'ai un cas clinique qui est disponible pour finir, D'accord. Ben, nous t'écoutons alors. Ok, qui ne va pas durer très longtemps. très bien. Donc, Baptiste Auchet, donc je suis assistant dans le service. Je m'occupe un peu plus spécifiquement des explorations audio-vestibulaires. Et donc, je vais vous présenter un cas clinique de vestibulo pour changer un peu. Alors, il faut que j'arrive à vous partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Oui. Donc, il s'agit d'un patient jeune donc de 30 ans qui vient à ma consultation pour des troubles de l'équilibre. Donc, dans ses antécédents, on note uniquement une notion de cophose dans l'enfance. Alors, il n'y a pas vraiment d'étiologie retrouvée, pas d'antécédents familiaux particuliers.
Il n'y a notamment pas d'antécédent de traumatisme crânien. Et donc, il rapporte d'abord une première histoire de vertige rotatoire, un peu mal étiqueté, qui dure quelques heures, qui ont duré pendant 3 ans environ, de 2005 à 2008, avec des notions de chute brutale, alors comme si c'était un peu des crises de type tumarquin. Bon, et puis tous ces symptômes sont rentrés dans l'ordre spontanément au bout de quelques années sans traitement. Puis progressivement sont apparues des migraines très invalidantes à partir de 2014. À ce moment-là, il n'y avait toujours pas de récidive des vertiges. Non étiquetée, il y avait une IRM qui avait été faite à l'époque et tout était normal. Et à partir de 2017, le patient présente à nouveau des épisodes de vertige, mais différents de ce qu'il avait eu quasiment plus de 10 ans avant, avec cette fois donc une sensation de pression à chaque fois de plénitude dans l'oreille gauche, un acouphène, et donc un vertige rotatoire qui dure plusieurs heures, avec des nausées, des vomissements. Et donc ces crises deviennent de plus en plus invalidantes et de plus en plus fréquentes. Il rapporte également une notion de vertige au son fort, type phénomène de Tullio. Et là, le patient, quand il vient en consultation, il est en arrêt de travail depuis plus de 2 mois, dans un état dépressif assez important. Donc, au vu de l'interrogatoire, on peut se poser plusieurs questions. Donc, il y a cette notion un peu de migraine. Est-ce qu'on partirait sur des migraines vestibulaires, par exemple, ou alors plutôt des troubles pressionnels de l'oreille interne, on va voir un peu après, ou alors même, pourquoi pas, une fistule périlymphatique. Au niveau de l'examen clinique, donc on a une otoscopie qui est parfaite, l'examen neurologique également, il n'y a pas de problème, et notre examen vestibulaire, donc on n'a pas de déviation posturale, on a un test de Almagui qui est négatif. Après, on passe donc sous vidéonystagmoscopie. Là, on retrouve quelques signes. On a un petit nystagmus au head checking test, et également donc aux hautes fréquences au NIV. Et aux manœuvres de Dixolpac et autres, on n'a pas de VPPB. Et on a recherché également un signe de fistule, mais qu'on ne trouvait pas. Donc, on propose des examens complémentaires pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on a l'audiogramme qui confirme effectivement donc cette cophose gauche, avec quand même une petite surdité de perception légère à droite sur les aigus, un peu étrange à son âge. Ensuite, on complète les examens vestibulaires donc par une VNG à gauche et un VHT. Donc, sur la VNG, je vous ai entouré les résultats. Donc, on retrouve une hypovalence en fréquence et en vitesse à gauche, donc du côté de l'oreille cophosée. Par contre, au niveau du VHT, le VHT est normal. On a quelques petites saccades de rattrapage ici sur le postérieur gauche, éventuellement sur le latéral gauche, mais sans baisse du gain. On a des gains qui sont normaux, donc on peut considérer que c'est normal. Et donc, dans ce contexte, je demande une IRM avec un protocole e-drops. Donc, c'est les nouveaux protocoles qui existent depuis quelques années, où on a une injection de gadolinium et on fait l'IRM 4 heures plus tard avec des séquences FLAIR notamment. Donc, cette IRM va nous permettre un peu d'avancer dans le diagnostic et dans nos différentes hypothèses. Donc, sur l'image du haut, on voit donc les petites flèches blanches. Donc, à droite, la flèche blanche montre un sacule normal. Donc, c'est la petite tache noire qui est montrée par la flèche. Alors qu'à gauche, on ne retrouve plus de sacule. Donc, on a une atelectasie saculaire gauche du côté de la cophose et des symptômes du patient. Sur la deuxième image, donc montrée par les petites flèches en pointillant, on a un hydrops cochléaire. Donc, on voit comme des petites bulles noires au sein du liquide blanc qu'on voit en flair. Et sur la dernière image, donc on vérifie qu'il n'y a pas de signe de fistule. Et là, au niveau de la fenêtre, on voit pas de liquide. Donc, on part plutôt sur un hydrops endolaphatique, donc retardé, sur une cophose ancienne gauche. Le patient, donc actuellement, il est à une crise tous les 2 jours, donc il est très, très invalidé. Donc, on commence quand même par un traitement médical, comme pour un hydrops classique. J'avais essayé un traitement par bêta-cerc, 24 mg de comprimés matin et soir. Il n'y avait pas eu d'amélioration du tout. Le patient, je l'ai revu 1 mois plus tard, aucune amélioration. Il continue à faire ses crises tous les 2 jours.
Donc, j'ai quand même essayé du Diamox, un demi-comprimé matin et soir. Et là, le patient, plus du tout de crise. Au bout de 4 mois, en tout cas, avec 4 mois de recul, le patient n'a plus de crise. Donc, on va parler un tout petit peu plus de l'hydrops endolymphatique retardé. Donc, c'est une entité clinique qui est différente de la maladie de Menière, même s'il y a plein de points qui se ressemblent. C'est assez rare. En général, ça commence toujours par une surdité profonde ou une cophose unilatérale qui survient très souvent dans l'enfance. On a en général qui n'est pas étiqueté, qui pourrait être d'origine virale, mais c'est jamais prouvé formellement. Et en fait, c'est des patients donc, qui développent des symptômes vestibulaires. Ça peut aller dans les études de 1 à 70 ans après l'apparition de la surdité. Et ça peut survenir du côté de la surdité, donc ipsilatéral, c'est le plus fréquent, mais ça peut également survenir en contralatéral, avec une surdité fluctuante qui apparaît et une plénitude d'oreilles, acouphènes et les crises de vertige. Donc après, au niveau thérapeutique, on réfléchit un peu comme pour une maladie de Menière, sauf que quand c'est ipsilatéral, donc du côté soit sourd profond, soit cophosé, en général, on a tendance à être un petit peu plus agressif, surtout si le patient est très invalidé, même si là, dans le cas clinique, il n'y a pas eu besoin, pour l'instant en tout cas, d'aller plus loin. Mais si il venait à avoir à nouveau des symptômes sous Diamox, on pourrait lui proposer une labyrinthectomie chimique ou chirurgicale ou alors une neurectomie. Par contre, si l'atteinte est contralatérale, c'est là où on est beaucoup plus embêté. On n'a que les traitements conservateurs à lui proposer. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Il y avait une question. Est-ce qu'il y avait un trouble ophtalmique associé? Non, pas de trouble ophtalmique associé. Non, il n'y avait rien du tout au niveau ophtalmo. Et la durée du traitement par Diamox? Alors, en général, on part pour un traitement de 6 semaines et on réévalue au bout de 6 semaines. Et après, l'idéal, c'est d'essayer d'arrêter progressivement. Donc, le patient, je le revois au bout de 6 semaines. On essaye de diminuer la dose. Donc là, c'était un demi-comprimé matin et soir, de passer qu'un demi-comprimé. Et de revoir au bout de quelques semaines si on peut complètement arrêter. Pour l'instant, le patient, il était toujours à une demi-dose. Et oui, contrôle de la kaliémie, effectivement. Donc, en général, je contrôle la kaliémie au bout d'une semaine et puis après une fois par mois. Et on supplémente au besoin. Alors, au niveau de l'IRM, est-ce que la téléctasie saculaire d'un hydrops tardif, ce n'est pas spécifique de l'hydrops tardif, non. Ça peut se retrouver dans d'autres pathologies pressionnelles de l'oreille interne, parfois aussi dans des crises de Tumarkin, mais ce n'est pas non plus spécifique. Un traitement pour le stress, oui, effectivement, on peut proposer un traitement en plus pour le stress. Alors là, le patient, une fois que ses symptômes vestibulaires ont beaucoup régressé, bah forcément au niveau émotionnel, ça va beaucoup mieux. Mais on peut proposer un soutien psychologique ou éventuellement des traitements antidépresseurs si besoin. Augmenter la dose de Diamox, que doit-on surveiller? Alors personnellement, j'augmente jamais je ne vais pas au-delà de 1 comprimé par jour, mais après au niveau du Vidal, on peut aller, je crois, jusqu'à 4 comprimés par jour. Et c'est surtout la kaliémie qu'il faut surveiller et la créate aussi. Et après le Lasix, on aurait pu essayer le Lasix, effectivement. Moi, j'ai plutôt tendance à passer rapidement au Diamox, que je trouve assez efficace, mais on peut proposer du Lasix en genre d'entité. Après, là, quand c'est ipsilatéral, ce que je disais, on va rapidement, là, si le patient sous Diamox, à nouveau, il fait des crises très régulièrement, on peut aller vers des injections, éventuellement de corticoïdes, mais surtout de gentamicine. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui arrivent, oui. Ouais. C'est bien Diamox 250, oui. Et on peut rajouter l'aérateur. Alors oui, l'aérateur, on peut l'utiliser dans un hydrops, enfin, dans une maladie de Menière classique. Donc pourquoi pas dans un hydrops retardé. Après, je n'ai pas l'expérience dans un hydrops retardé parce que c'est quand même assez rare. Dans la maladie de Menière, j'en utilise de temps en temps. Il y a des résultats
mitigé. Après, ça dépend de l'expérience de chacun. Ça permet en tout cas après de faire des injections assez facilement, donc il y a aussi un intérêt à l'aérateur. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a plus. J'avais augmenté la dose, ouais. Très bien, je pense que Ok, merci. on a fait le tour. Professeur Hans, vous voulez donner un mot de conclusion? Bon, en attendant que le professeur Hans se reconnecte, je voulais vraiment vous remercier tous de votre participation active. On l'a vu d'ailleurs sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Je pense que ça montre aussi l'intérêt de ce type de communication. Bien évidemment et avant tout, nos remerciements en ce qui concerne Amplifon vont directement au professeur Hans et à l'ensemble de tous ceux qui sont intervenus, que ce soit, je vais remettre effectivement mes lunettes, mais que ce soit Lise Buschmann, que ce soit Léa Distinguin, que ce soit Martha Cherchieux, que ce soit Baptiste Ochet, que ce soit Faïda Fra, que ce soit Younes, que ce soit Jérôme Michel. Vraiment, merci beaucoup, parce que je pense que c'est avec des équipes comme ça et des thèmes comme cela qu'on peut mobiliser en grande partie. J'avais cité le nombre de pays tout à l'heure participants. J'avais oublié aussi Israël qui était participant. Donc voilà, je crois que c'était un vrai succès. Merci en tout cas à tous. Et puis, on ne manquera pas de vous informer des futurs webinars ou en tout cas, vous le savez, des futures formations que l'on peut faire. Je ne sais pas si le professeur Anti, je vois qu'il a réapparu. Je vous laisse un mot je vous laisse conclure. Bien, mes chers amis, chers collègues, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie bien entendu Amplifon qui nous a aidés à le développer. Nous n'avons pas pu aborder tous les sujets du service. On a effleuré la cancérologie et pas du tout parlé dans ce webinaire du sommeil qui est sous la responsabilité, je vous rappelle, de Marc Blumen. Et ça sera l'occasion d'un autre webinaire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci, Amplifon, merci Hervé. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.